Bonsoir, voici les titres de ce journal. Jean Marais est mort, il allait avoir 85 ans, cinéma, théâtre, peinture, céramiste, écrivain. Jean Marais, comme Jean Cocteau, avait un talent multiple, il répétait « Je ne suis pas un artiste, je m'amuse ». Jean Tullard, historien du cinéma, nous donnera son analyse de la place de Jean Marais dans le cinéma français. L'ouragan Mitch a entraîné la mort ou la disparition de près de 30 000 personnes lors de son passage au Nicaragua, au Honduras, au Salvador et au Guatemala. Les villages sont engloutis, les voies de communication sont détruites. L'économie de ces pays est gravement atteinte, l'aide internationale arrive difficilement. Nous vous proposerons des reportages avec les récits des rescapés, les témoignages des sauveteurs. Nous serons en direct de Managua, capitale du Nicaragua, et de Tegucigalpa au Honduras avec nos différentes équipes d'envoyés spéciaux. À cette tragédie en Amérique centrale, nous consacrerons l'essentiel de cette édition jusqu'à 21 h avec tous les journalistes de la rédaction de France 2 qui se trouvent actuellement sur place. Jean Marais était un homme modeste, il prétendait avoir été privilégié toute sa vie. Il s'était amusé, disait-il, il s'était amusé au cinéma, au théâtre et depuis 1980 à Vallauris en devenant peintre, sculpteur, décorateur. Il aurait eu 85 ans le 11 décembre prochain. Il est mort hier dans un hôpital de Cannes. Ainsi disparaît définitivement celui qui fut tout à la fois la belle et la bête, imaginé par Jean Cocteau. Paradoxalement, Jean Marais, la beauté même, a connu la gloire sous le masque de la bête en 1946. La bête n'est plus, c'était moi, belle. J'ai compris très vite que le cinéma me permettait de faire ce que je voulais au théâtre, parce que le cinéma m'a fait connaître. Bonsoir, monseigneur. Comment vas-tu, bossu? Fort bien, monseigneur. Faudra que je te fasse rosser un jour pour tes impertinences. Ah, monseigneur, ma bosse ne porte bonheur que si on la caresse. Tout est ma bosse, monseigneur. Je me suis beaucoup amusé à tourner ce film. Le bossu est mort! Vive la Garlette! Des films de cap et d'épée, Jean Marais en tournera une dizaine. Né de cuir, le capitaine fracasse sans jamais être doublé. Comme beaucoup d'acteurs, on faisait tous les ans un numéro de cirque au Gala de l'Union. Cette année-là, en 1958, il fit un triomphe au sommet d'un réverbère qui lui valut de nombreux engagements dans les films d'action. Ce qui ne l'empêchait pas de tourner parallèlement des films romantiques comme La Princesse de Clèves. Qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Sa carrière éblouissante, Jean Marais la doit à celui qui fut son amant, son ami, son père spirituel, Jean Cocteau. En lui offrant le rôle de Michel dans Les Parents Terribles, il l'imposa au théâtre. Maman a été adorable. Et papa, Léo, tous. Mais la scène a commencé par un drame. Maman voulait faire appeler la police, me faire arrêter. La police? Pourquoi? Oh, ça c'est le style de maman. Le style de la chambre de maman. Ah, c'est incroyable! C'est la pièce qui m'a projeté en avant, qui a aidé à toute ma carrière. Longue et riche carrière théâtrale qui le conduira ces dernières années jusqu'à cette puissante composition du Roi Lear de Shakespeare. Ce n'est pas le Roi Lear. Lear marchait-il ainsi? Où est sa voix, ses yeux? Où son esprit vacille? Où son discernement est engourdi? Quoi? Je ne me prends pas du tout pour un artiste. Je place les artistes tellement haut que je ne veux pas m'imaginer en être un moi-même. Mais je m'amuse. Moi, je peins, je dessine, je sculpte, je fais de la poterie, je m'amuse. Là, c'est un pied de lampe que j'ai fait. Ici, dans ma chambre, c'est un univers Cocteau.
Il y a Cocteau partout. Il y a Cocteau dont j'ai fait le portrait. Là, ce sont les mains de Cocteau. Voici les deux mains. On peut en être sûr, Jean Marais s'en est allé rejoindre Jean Cocteau au paradis des monstres sacrés. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Georges Bégou vient de nous retracer quelques-uns des grands moments de la carrière cinématographique, théâtrale, artistique de Jean Marais. Mais cet homme qui avait le goût du bonheur et l'élégance d'avouer ses défauts, cet artiste dont le président Jacques Chirac salue ce soir les qualités de loyauté, de fidélité et de générosité, ce comédien qui fut tout à la fois poète et cascadeur, a essayé toute sa vie d'être simplement heureux. Commentaire Antoine Cormery. Dans l'album de souvenirs que nous laisse Jean Marais, voici l'un de ses derniers moments au milieu d'un public qui lui a tant donné. C'était en mai dernier, sur la Côte d'Azur, à Valoris, l'hommage de la ville à l'un de ses grands hommes. Je suis toujours étonné parce que vous me traitez comme si j'étais un artiste et moi, je place les artistes si haut, et il y en a beaucoup à Valoris, que je ne peux pas me prendre pour un artiste. Je suis un vieux monsieur de 85 ans qui continue à s'amuser. S'amuser, voilà le mot qui a tant compté dans la carrière de celui qui était pourtant bel et bien un artiste aux talents multiples. La preuve, le trait était précis, l'auto-portrait fidèle. Il y a un an sur nos plateaux, il se livrait de bonne grâce à son exercice préféré, après le théâtre. Mais cette quête du bonheur passait avant tout par la scène, où il jouait encore en mars 97, l'Arlésienne, aux Folies Bergères. Il y répondait consciencieusement au courrier de ses admirateurs, avant d'entrer en scène. Eh oui, mais comment faire? Puisqu'il a voulu en avoir une de la ville. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Si c'est ma dernière performance d'acteur, ça ira très bien avec avec mon destin. Invraisemblable. C'est un homme qui, je trouve, le peu où j'ai eu la chance de le connaître, me paraissait toujours comme un enfant étonné de son propre destin. Ce n'était pas un homme du tout qui avait fait ce trajet et qui prétendait l'avoir fait. Il était étonné et comme un enfant. Et son départ nous touche beaucoup. Quand j'ai rencontré cet homme, je me suis aperçu que le héros du cinéma était aussi un héros dans la vie, quoi. Voilà. C'est un homme qui avait toutes les qualités, à la fois sur l'écran mais dans la vie, et il s'est comporté pendant le tournage des Misérables comme quelqu'un qui faisait son premier film, quoi. On n'arrivait pas à imaginer qu'il avait un tel passé cinématographique, que c'était une légende, et c'est vrai qu'il a fait rêver la France entière pendant 50 ans, quoi. L'album de souvenirs se referme donc sur ces photos en noir et blanc, témoignage éternel d'une carrière d'un demi-siècle. Les obsèques de Jean Marais auront lieu vendredi à Valoris. Depuis son décès hier à l'hôpital des Broussailles à Cannes, de nombreuses réactions évidemment de sympathie ont été diffusées. Jean Marais vivait dans la cité des Potiers de Valoris depuis 18 ans. Cette ville respectera 4 jours de deuil. Sur France 2, dès demain soir, les programmes seront modifiés pour rendre hommage à Jean Marais, avec à 20h50 demain Le Bossu d'André Hunebelle, le film date de 1959, suivi à 22h55 du Capitan, le film du même réalisateur, c'était en 1960, et puis d'un bouillon de culture de Bernard Pivot enregistré il y a près de 2 ans.
Et enfin, samedi à 7h, l'émission de Catherine Sellac, Thé ou Café, avec Jean Marès, enregistrée il y a 18 mois, sera rediffusée. Jean Tullard, bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes auteur d'un dictionnaire du cinéma et vous écrivez notamment à propos de Jean Marais, il fut longtemps le plus populaire des jeunes premiers. Il est resté, c'est vrai, assez longtemps une sorte de symbole de vie, de jeunesse, de force, d'enthousiasme. De bout à bout dans sa carrière, c'est le jeune premier. Il est le jeune premier dans L'Éternel Retour, il est encore le jeune premier dans Les Fantomas d'une Belle, où il fait à la fois Fantomas et le journaliste Fandor, le jeune journaliste, par rapport au vieux commissaire juif qu'interprète Louis de Funès. Donc c'est un acteur qui a comme emploi toujours le jeune premier. Mais ce n'est pas un jeune premier comme les autres. Il y a différents jeunes premiers qu'il a interprétés. Il y a le jeune premier de L'Éternel Retour, c'est le romantisme dans ces années noires. N'oubliez pas que c'est en 1943, dans une période où la jeunesse est déchirée, persécutée, affamée, et il symbolise l'espoir. Et puis, il y a ensuite la période Cocteau, qui est une période post-surréaliste, où le rêve continue. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. Et puis, il y a ce qui a été sa grande période, et je ne peux que féliciter Antenne 2 de passer véritablement deux films majeurs qui sont mineurs dans la filmographie française, mais qui sont on les a tous vus, on les a aimés, il nous a fait rêver. Interprétations les meilleures, à savoir notamment Le Capitaine, on aurait pu passer aussi Le Capitaine Fracasse, et Le Bossu. Et c'est là où l'on peut se rendre compte de son génie, parce que ces rôles qu'il a interprétés, d'autres les avaient interprétés avant lui, ou les ont interprétés après lui. C'est-à-dire, par exemple, Douglas Fairbanks ou des gens comme ça. Si vous prenez par exemple le Bossu, vous avez 36 versions du Bossu. Vous avez la version Pierre Blanchard. Pierre Blanchard est un grand acteur, ce n'est pas le Bossu, il est rigide. Vous avez eu récemment la version Daniel Auteuil, qui est un merveilleux acteur, mais qui n'est peut-être pas le Bossu, c'est-à-dire Lagardère. Lagardère, il ratatoie celui qui va au personnage de Duc de Nevers, c'est effectivement Jean Marais. Et si vous prenez son interprétation admirable du Comte de Monte-Cristo, c'est un remake de Robert Vernet. Vous comparez avec l'interprétation de Depardieu. Depardieu est un immense acteur, mais il n'a pas ce mystère, cette beauté, cette élégance qui vous explique le succès du Comte de Monte-Cristo dans la société de la monarchie de Juillet, parce que Jean Marais a à la fois un mystère, une distinction, une élégance qui ne pouvait que séduire aussi bien un procureur du roi qu'un membre de la Chambre des Pairs. Et en cela même, il incarne une vengeance beaucoup plus déroutante que s'il avait été laid. Alors laid, il l'a été, car c'est un jeune premier qui fait tous les emplois. Il peut être le méchant dans Fantomas, puisqu'il est à la fois Fandor et Fantomas, mais il peut être aussi la bête, avec ce maquillage de Christian Bernard, qui est magnifique. Merci Jean Tullard. Avant d'ouvrir nos pages spéciales consacrées à la catastrophe en Amérique centrale, voici les principales informations de cette journée. Comme tous les 9 novembre, date anniversaire de la mort du général de Gaulle, différentes cérémonies ont eu lieu à Colombey-les-Deux-Églises. Outre le président de la République, des parlementaires du RPR sont venus se recueillir 28 ans après sur la tombe du général. À cette occasion, le débat sur la réhabilitation des soldats de 14-18, révoltés contre ceux qui les envoyaient au carnage, le débat politico-historique a rebondi. Reportage Jeff Wittenberg, Jean-Pierre Pasteur. La période est riche en anniversaires et en symboles. Ce matin, Jacques Chirac s'inclinait devant la tombe du général de Gaulle, mort il y a tout juste 28 ans. Hommage à l'homme du 18 juin 40, tandis que s'amplifie la controverse au sujet de l'autre grand conflit du siècle, 14-18. Inopportun, avait fait savoir le chef de l'État, parlant des propos de Lionel Jospin sur les fusillés du chemin des Dames. Déplacés, renchérissent les députés RPR sur le quai de gare qui les mène à Colombey-les-Deux-Églises. Le Premier ministre a fait une erreur, mais nous savons depuis longtemps que c'est un bien piètre historien. Et dans le train, le pèlerinage prend des allures martiales. C'est Philippe Séguin qui mène la charge. Déjà très mécontent à propos du débat sur le Pacs, il est encore plus furieux au sujet de la polémique sur les mutinés, tout particulièrement contre François Hollande, qui a suggéré d'autres réhabilitations. S'agissant de Vichy, alors est-ce qu'il s'agit ce coup-ci de réhabiliter, je ne sais pas moi, les Waffen-SS qui sont partis, les gens qui ont adhéré au parti de Doriot et de Déa. Même à droite pourtant, il y a débat. Alors qu'hier, Valéry Giscard d'Estaing trouvait justifier les déclarations de Lionel Jospin, au RPR aussi, certains veulent faire la part des choses. Les fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18, moi je me souviens que mon grand-père, qui était un ancien de 14-18, m'en parlait. Un jour ou l'autre, il faut
dire quelque chose à leur égard. Maintenant, qui doit le dire? La réponse est simple, pour les gaullistes, c'est Jacques Chirac et lui seul qui aurait dû s'exprimer sur ces questions. À Colombey comme à Paris, c'est de l'histoire de France que se nourrit aujourd'hui le débat politique. Et le Premier ministre Lionel Jospin s'est déclaré surpris par les effets de sa déclaration sur les mutineries 1917. Il s'exprimait à Lyon aujourd'hui. J'ai été surpris par cette polémique. À mon sens, elle n'avait pas lieu d'être. D'ailleurs, tous les documents qui ont été publiés depuis, les témoignages des historiens, la façon dont se sont exprimés les quelques survivants du chemin aux dames, ont montré que, tout simplement, j'avais dit des choses humaines, justes et nécessaires. Je n'ai rien à dire de plus. Le débat sur le pacte civil de solidarité, le PACS, qui a été interrompu à l'Assemblée nationale la nuit dernière après l'adoption d'une partie seulement de l'article 1er du texte, ce débat reprendra les 1er et 2 décembre prochains. C'est la proposition du gouvernement qui ne veut pas ainsi reculer devant l'obstruction menée par l'opposition de droite. Le ministre de l'Agriculture, M. Jean Glavany, a obtenu satisfaction auprès de la Commission européenne à Bruxelles dans sa demande d'un programme spécial d'exportation de viande porcine en faveur de la Russie. 100 000 tonnes de viande de porc seraient ainsi exportées. Sport, voile, route du Rhum, les premières difficultés n'ont pas tardé compte tenu de la mauvaise météo. Le bateau accompagnateur d'Olivier de Kersauzon a été endommagé par la foudre. C'est le Français Paul Vatine qui, lui, a pris la tête de cette 6e course du Rhum. Commentaire Christophe Duchiron. Paul Vatine fait route vers l'ouest et pour l'instant ça lui réussit. Le Normand occupe la tête du classement multicoque, mais pour lui comme pour les autres, les premières heures de course n'ont pas été une partie de plaisir. Des rafales de vent et une mer formée, un bateau difficile à manœuvrer, la nuit dernière a été agité. Dès que l'on a 40 km/h de vent, ces bateaux-là tiennent plus, bien sûr, de Formule 1, c'est-à-dire qu'on est quasiment toujours en survie. C'est vrai que cette nuit, très vite, à bord du Chausse-Europe, ça a été le cloaque. Mes affaires tech sont venues se répandre par terre pour tenir lieu de serpillière. J'ai moi-même eu le mal de mer dès les premiers creux au large de Ouessant. Première indication, en observant la carte chez les multicoques ici en rouge, les options se dessinent entre ceux qui ont choisi l'ouest, comme Vatine ou Guillemot, et ceux qui sont plus au sud, comme Joyon, Bourgnon ou Perron. Mais il faudra attendre 48 heures pour établir un premier bilan, pour savoir qui a vu le plus clair dans le jeu de la météo. Contre mauvaise fortune, Mike Birch, l'ancien vainqueur de la route du Rhum, obligé de faire une escale technique à Brest suite à une petite avarie. J'espère que ce n'est pas une grande chose, mais si c'est rien, je suis un peu fou. Heureusement pour lui, à 16 heures après réparation, le flegmatique canadien reprenait la course. En revanche, pour Yvan Bourgnon, la course est terminée. Le mât de son trimaran s'est effondré hier soir, et ce matin, ce qui reste de son bateau est arrivé à Perros-Guirec. Épreuve impitoyable, la route du Rhum qui ne pardonne pas de faiblesse, ni à l'homme, ni à la machine. Ah mais oh, il y a la mèche là. Littérature, une journée de prix. Le prix Goncourt est allé à Paul Constant, qui a obtenu le prix France Télévisions en mai dernier. Donc prix Goncourt pour cette femme écrivain, pour son roman Confidence pour Confidence, qui a été publié chez Gallimard. C'est une réflexion sur la fin de siècle, l'évolution des femmes, réflexion avec des fonds féminins. Le prix Renaudot, lui, a été attribué à Dominique Bonnat pour son roman Le manuscrit de Port-Ébène. Ça se passe à Saint-Domingue. C'est publié chez Grasset. Voilà, compte tenu de l'extrême gravité des conséquences du passage du cyclone Mitch en Amérique centrale, nous avons décidé ce soir de vous proposer jusqu'à 21 h des reportages, des témoignages pour mieux comprendre la situation actuelle au Nicaragua, au Honduras, au Salvador et au Guatemala. C'est sans doute l'une des plus grandes catastrophes naturelles de la moitié du siècle. 30 000 personnes mortes ou disparues et des millions de sans-abri. On continue aujourd'hui encore de retrouver des cadavres et les survivants espèrent des secours. Au Salvador et au Guatemala, les effets du cyclone ont provoqué également des victimes et des dégâts. Mais dans la comptabilité macabre, c'est au Honduras et au Nicaragua que la tragédie est la plus grande. Voici ces deux pays avec Managua et Tegucigalpa, où nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux. Alors, commençons par le Nicaragua, à 140 km au nord-ouest de la capitale, où non seulement les glissements de terrain ont tué des milliers de personnes, mais où l'éruption d'un volcan et un tremblement de terre ont ajouté un supplément dramatique. Reportage Thierry Tuillier, Pascal Caron. Pour rejoindre les villages isolés du volcan Casitas, il faut emprunter ce large chemin de terre. Il y a 8 jours,
Il n'était répertorié sur aucune carte de la région. Et pour cause, il n'existait pas. Il y avait alors 10 mètres plus haut des champs de canne à sucre. Le torrent de boue venu des hauteurs a été si puissant qu'il a découpé une langue de terre de plusieurs kilomètres, emportant le bétail et les hommes, près de 2000 personnes. Salomon s'en est tiré, mais pas ses 2 frères, ni ses neveux. Depuis 8 jours, avec les rares survivants, il côtoie les morts. Personne ne s'est préoccupé de leur trouver une sépulture, malgré les risques d'épidémie. C'est à partir d'ici que commençait la commune de Rolando Rodriguez. Cette rivière disparue faisait office de frontière. Et là, c'était une autre commune. Les 2 villages n'existent plus. Ici, il n'y a plus rien. Tous les habitants sont morts. Le courant était fort avec la boue qui descendait du volcan. Tout a été emporté. Et de ma famille, je n'ai retrouvé que mon frère. Salomon est traumatisé par ce qu'il a vécu. Écœuré aussi par l'absence des secours de première urgence. Ici, le lendemain du drame, un hélicoptère est venu, mais juste pour voir, alors qu'il y avait des enfants et des vieux qui gémissaient. Aucune brigade de secours n'est venue. Ce sentiment d'abandon est partagé par toute une région. Dans ce village, les familles rescapées ont dû attendre 8 jours que la route soit ouverte pour une première distribution. Pour le comprimé, dès le matin, de l'après-midi, et vous en avez pour 7 jours. Le risque d'épidémie n'est pas écarté et l'eau manque cruellement. Si on veut survivre, nous avons besoin d'eau potable, car ici les puits n'existent plus. Là où il y avait le village, les 2 puits artificiels ont été enterrés. Ceux-là ont choisi de rester, ils rejoignent leur maison plus haut sur les flancs du volcan. D'autres n'ont pas eu le choix, ce sont les réfugiés, ils sont plusieurs milliers à Polsotega. Dans ce centre, ils s'entassent dans une sorte d'entrepôt, des conditions précaires qui risquent de durer. Le plus nécessaire de la population, c'est d'être relogés dans un endroit où ils auront leur maison afin d'éviter les épidémies. Mais comment les reloger quand la principale ville de la région est elle-même sinistre? Alors beaucoup envisagent de quitter la terre de leurs ancêtres, cette terre qui les a si longtemps nourris, mais qui aujourd'hui leur a tout pris. L'une des difficultés les plus importantes en pareille situation de catastrophe naturelle est de préserver les voies de communication. Or, celles-ci ont été en majeure partie détruites, inondées, recouvertes de boue. 10 jours après les premiers effets du cyclone, voici ce qui reste de la ville de Choluteca, c'est au Honduras, et de la grande route qui dessert du nord au sud le pays, du Guatemala, venant même du Mexique et des États-Unis, jusqu'au Nicaragua et descendant plus bas tout le long de l'Amérique du Sud. Reportage Valérie Fourniou, Hervé Pozzo. À la sortie de Tegucigalpa, la capitale, la voie est enfin dégagée vers le sud. Au kilomètre 17, pour la première fois, la route s'ouvre aux populations isolées. Les dégâts sont impressionnants. Il a fallu parfois contourner la route brisée par le cyclone Mitch et creuser la montagne. Au kilomètre 35, elle rejoint le fleuve Loroles. Une plaine dévastée que contemplent encore incrédules ces enfants qui ont vu partir leur maison avec les flots. Là où je me trouve, c'était une chambre. Là, une autre. Là, le salon et après la cuisine. Et là, une autre chambre. Tout ce quartier de Pesépiré a disparu. Il n'y a même plus de cimetière, il n'y a plus rien. Ma sœur et mes 2 neveux ont été emportés, on ne sait pas où ils sont. Avec très peu de nourriture, ils continuent de vivre là. Pour récupérer leur seule richesse, cette huile sauvée des eaux. L'aide arrive, mais très faiblement, et tout manque. Au kilomètre 80, ces femmes lavent leur linge dans un filet d'eau qui s'écoule de la route. Le pays est exsangue.
Les cultures détruites et les difficultés d'approvisionnement en nourriture font grimper les prix. À cet endroit, la route rejoint la Panamericana, un axe vital qui traverse tous les pays touchés par le cyclone. On met de la terre pour faire une sorte de pont, pour que dans l'urgence le trafic passe. Il remplacera celui-ci dont les berges ont disparu. Là, s'étendaient des champs de canne à sucre. La caillasse venue des montagnes avec la crue s'y est installée. Au kilomètre 120, les réfugiés affluent et passent le gué, d'une rivière dont le cours s'est déplacé d'1 kilomètre. C'est un vrai parcours du combattant. Mais après 6 heures de route, Choluteca apparaît enfin. Première vision des portiques de balançoires qui dépassent à peine de la boue. La boue, encore et toujours. Ici, sur les berges, l'eau a atteint le toit des maisons. Le niveau de la boue est arrivé jusqu'à cette hauteur. Ça a recouvert toutes les rues. Ça a inondé toutes les maisons, jusqu'à la moitié. Pour nous, c'est très difficile de sortir la boue. C'est une boue très glissante, très mouillée, mouvante. Le tiers de la ville est dans cet état. Les conditions d'hygiène sont déplorables et la population n'est pas prête d'oublier cette nuit où le cyclone est passé. J'ai dû nager beaucoup. Et quand j'étais près de la maison de mon ami Miranda, le courant m'a emporté jusqu'au cimetière. J'ai vu un poteau et je m'y suis accroché. J'en ai encore les marques. Quand j'ai vu du monde dans la maison de mon ami, alors je me suis lancé pour les rejoindre, sur le toit. Et là, on a passé la nuit. On était 25. Ils en ont pour des mois à nettoyer avant de rebâtir. Pour eux, l'urgence est de survivre. Eux qui ont tout perdu. Si on est sale comme ça, c'est qu'on nettoie les maisons pour qu'on nous donne de l'argent pour survivre. Pour nous, il n'y a rien. On dit que pour les camps de réfugiés, l'aide est arrivée, mais pour nous, rien n'est arrivé. Une centaine de centres de réfugiés comme celui-ci existent aujourd'hui à Choluteca. Des réfugiés qui seraient au total près de 10 000. Sur la Panamericana, Choluteca attend toujours de l'aide. La nourriture n'est pas encore arrivée et la pénurie commence cruellement à se faire sentir. Comme dans tout le Honduras, ils attendent tout de l'aide internationale qui tarde à venir. Philippe Gassot, vous êtes à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Vous veniez des États-Unis, vous êtes habituellement correspondant de Washington. Quelle a été votre première impression quant à l'état à la fois sanitaire, l'état des hommes, des populations, puis l'état des lieux dans cette capitale? Mais je crois qu'on est passé en quelques heures d'une profonde tristesse de ne pas voir arriver l'aide internationale à l'espoir. Valérie Fourniou vous le disait il y a quelques instants, on commence à réouvrir des routes. Et ici, on avait basé l'aide internationale sur l'aviation, sur les hélicoptères. Et vous savez que les hélicoptères transportent des charges très faibles. Si on arrive aujourd'hui et demain à faire passer des camions, alors là, je peux vous dire que l'espoir va renaître. Mais pour le moment, eh bien, écoutez, l'aide internationale passe au compte-gouttes ici. Au Honduras, on ne peut pas accepter de gros porteurs. Ils s'opposent au Nicaragua et au Nicaragua, ce sont des transals de l'armée française qui relaient et qui viennent déposer ici la nourriture. Vous voyez qu'on ne gagne pas de temps et ensuite ce sont aux hélicoptères de la distribuer. Et vous savez qu'en matière d'aide internationale, il faut tout faire en même temps. Il faut que les médecins soient là, il faut que la farine arrive, il faut qu'on puisse cuire la farine. Je peux vous dire que si l'espoir renaît, les secouristes ici ne sont pas du tout au bout de leur peine. Nous le verrons tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu beaucoup de choses détruites, beaucoup de bâtiments ou de maisons détruites à Tegucigalpa? Écoutez, les maisons sont détruites, celles qui bordent la rivière ont quasiment disparu. Et ce qui est beaucoup plus grave, je vous le disais il y a un instant, ce sont les voies de communication. Je peux vous dire qu'autour de la capitale, je n'ai pas vu un pont qui ait résisté. C'est-à-dire que les arbres se sont engouffrés dans le flot, ont formé des barrages sur les ponts, et les ponts ont été arrachés. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est de voir des crevasses qui font jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est vraiment des voies de communication qui coupent la capitale du reste du pays. Et c'est vraiment là le gros problème. Dès que l'on pourra acheminer des vivres, eh bien à ce moment-là, dans la population, les conditions sanitaires vont s'améliorer grandement.
Alors on voit sur ces images l'état des lieux et comment les habitants de Tegucigalpa sont en train d'essayer de s'organiser aussi bien pour recueillir un peu d'eau propre, pour cuisiner ou se laver, ou notamment pour les enfants. Est-ce que vous avez aussi vu des personnes qui revenaient de l'étranger, des Honduriens, ou des hommes ou des femmes qui reviennent pour aider leurs compatriotes? Bien, vous avez ici un phénomène qu'il faut souligner, c'est un véritable phénomène de solidarité. Je veux dire, du plus bas rang social au plus élevé, vous avez des gens qui reviennent, qui viennent aider. Je n'ai pas vu de personnes abandonnées sur le bord de la route. Vous avez les sans-abri qui sont accueillis par un voisin, qui sont accueillis par un cousin, et la poignée de nouilles ou de haricots noirs est partagée. Je n'ai pas vu des gens faire ripaille d'un côté et laisser mourir d'autres personnes de l'autre, ce que l'on voit parfois dans des cas semblables. Ici, les Honduriens sont extrêmement solidaires, à tous les niveaux. Alors extrêmement solidaire, et je crois que vous avez, lors de votre voyage, en arrivant à Tegucigalpa, vous avez accompagné une femme qui revenait dans son pays, qui revenait dans son village. Eh bien, oui, c'est une femme qui, j'allais dire, appartient à une couche aisée de la population. C'est une femme qui aurait très bien pu rester aux États-Unis, où elle se trouvait très bien. Elle était en train d'ouvrir un atelier, elle discutait à Boston avec les représentants de l'art américain, et elle a entendu les informations, elle a vu les informations à la télévision, et elle s'est dit, il faut que je retourne chez moi. Elle a ici monté une structure afin de distribuer un petit peu d'art autour d'elle, et Regina a fait un travail extraordinaire, et c'est un nom qui sera associé à la solidarité, vous allez voir. Regina est designer et aussi sculpteur. C'est une artiste. Elle partage son temps entre l'Europe, l'Amérique et son pays, le Honduras, que Mitch a ravagé. Elle a appris la nouvelle quand elle était à Boston. Le village dans lequel vous habitez, vous savez comment il est? Bon, ils m'ont dit qu'il y a 40 maisons qui sont perdues. Et mon atelier, il est plein avec de l'eau et de la terre. Mais c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas qui est mort, je ne sais pas. Personne ne sait rien. En temps normal, les communications sont déjà difficiles. Aujourd'hui, avec son village, elles sont impossibles. Sa mère ne pourra lui donner aucune information. Pour savoir, il faut y aller. Et elle sait que la route est impraticable. Avant, il lui fallait 45 minutes pour aller à San Juancito. Après l'ouragan qui a apporté 30 jours de pluie ininterrompue, autant d'eau qu'en 2 années, on ne sait pas. Pourtant, le gouvernement a fait des efforts, les équipes d'urgence aussi. On travaille 12 heures par jour, le système D est à l'honneur. Pour rétablir les communications le plus vite possible, le pays redevient créatif. On trouve les solutions d'urgence, du provisoire, qui risquent de durer longtemps. Il y avait ici 15 maisons au bord de la rivière. Sur la route, il y a des moments où ça ne passe plus. Alors, on abandonne sa voiture. C'est à dos d'homme que la nourriture est acheminée. Les Honduriens ont compris très vite qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes, et si l'aide internationale arrive, alors ce sera tant mieux. Entre chaque effondrement, 3, 6, 8, 10 kilomètres, il n'est pas trop difficile de trouver une voiture. La solidarité joue, les passages seront gratuits. Aucun chauffeur ne demande d'argent. Personne ne reste sur le bord de la route. Vous avez imaginé que c'était comme ça? Non, je m'imaginais 2, 3 ponts tomber, mais jamais. Elle craignait de ne pas revoir son chien vivant, mais n'imaginait pas ça. Le centre de San Juancito disparu. Une dévastation totale. 40 maisons effacées, balayées, plus d'écoles, de centres sociaux, de maisons de soins, de ponts, de coopératives de café, plus rien. Rangées le long de la rivière, les constructions faisaient un peu penser à l'Italie. Difficile à imaginer aujourd'hui. Un réconfort cependant dans le désastre, aucune vie n'a été prise. La population avait évacué juste à temps.
L'atelier qui donne à San Juancito sa réputation et son dynamisme, et aussi 14 emplois, a résisté, mais tout est à refaire. Comme Manuel m'a dit, Manuel il travaille avec moi aussi, il m'a dit qu'on n'a pas perdu la vie, alors on va recommencer, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, elle demande de l'aide à tous ceux qui dans le monde ont besoin, comme elle, de mettre de l'art dans leur vie et dans celle des autres. Alors l'aide notamment de ceux qui sont venus de France. En direct avec nous, Marianne Fleury. Bonjour, vous venez de SAMU 93, vous êtes venu je crois en compagnie d'infirmiers, de médecins, d'épidémiologistes et vous avez réorganisé tout un dispensaire. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions ça s'est passé? Oui, bien nous avons installé un dispensaire hier matin dans un quartier sinistré de la capitale, un quartier qui comprend à peu près une dizaine de milliers de personnes et dont le centre de santé a été complètement détruit. Donc en 3-4 heures, nous avons installé sous tente un dispensaire et travaillé avec les médecins et infirmiers locaux qui ont immédiatement... Et nous avons commencé immédiatement les consultations dès le début d'après-midi. Et en quelques heures, jusqu'à hier soir, nous avons vu 60 personnes. Et je crois qu'il est important d'insister sur l'aide du personnel local. C'est fondamental pour vous. Tout à fait, puisque nous sommes là pendant la période aiguë, eux vont rester et cette collaboration a été immédiate sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a des besoins en termes de prévention d'épidémie pour l'instant ou est-ce que pour l'instant vous n'en êtes pas là? Écoutez, pour l'instant, nous recensons les gastro-entérites, nous travaillons avec les épidémiologistes, l'équipe française en particulier qui est arrivée. Pour l'instant, donc, nous avons quelques indicateurs, mais il n'y a aucun indice sur la zone que nous couvrons d'épidémie actuellement. Je vous remercie. D'autres épidémistes... Oui. D'autres épidémistes, allez-y, je vous en prie, si vous voulez nous donner d'autres précisions. Oui. D'autres épidémiologistes sont arrivés et donc travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé aussi pour bien entendu surveiller activement le risque d'épidémie. Le risque d'épidémie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous rendre à Managua, la capitale du Nicaragua. Hervé Brusini, quel est le bilan, si tant est qu'on puisse faire un bilan ce soir dans la capitale du Nicaragua? Vous savez, ici, Claude, un tout dernier bilan, justement, vient d'être publié, un tout dernier bilan des victimes. 11 000 morts ou disparus. C'est un bilan qui a été revu à la hausse, mais il reste toujours aussi imprécis parce que lorsqu'on voit cette destruction des voies de communication, on comprend que tous les sinistrés n'ont pas encore été localisés. Comme au Honduras, les sauveteurs ont été freinés par cette route. Un véritable chaos. 42 ponts ont été détruits par l'ouragan Mitch. Alors les 80 hommes de la sécurité civile française, escortés par Olivier Galzi et Philippe Jasselin, essaient tant bien que mal de joindre les zones les plus reculées. Oui, on a vu toutes ces images. Alors, le rôle du secours français, de la sécurité civile au Nicaragua, ça se passe comment? Écoutez, ça se passe, comme je vous l'ai expliqué, tant bien que mal. Ces hommes n'ont pas énormément de moyens, quoique 16 millions de francs ont été consacrés par la France, et je crois qu'on va les voir tout de suite en action, encore une fois filmés par Philippe Jasselin et Olivier Galzi. Accueil très chaleureux pour les Français. La sécurité civile débarque sur le volcan Casita. Regardez la coulée de boue, c'est là-bas que ça a commencé, d'accord. Ici, la montagne s'est effondrée sur les villages alentours. Qu'est-ce qui est le plus urgent là? De rétablir l'eau et les axes. L'eau et les axes. Et les cadavres qui s'en occupent? Les cadavres, normalement, c'est la sécurité civile locale. Parce qu'on n'a pas les moyens, enfin, on n'a pas les moyens. Même si on les récupère, on en fera quoi? À part les enterrer. Et avant de les enterrer, faut les faire reconnaître. Essayer. Première difficulté pour accéder aux sinistrés, la route. Dans ce camion de fortune loué pour la circonstance, il faut remonter la coulée de boue. Cette déchirure de la montagne qui a emporté 2000 personnes il y a 8 jours. Que faire pour ces professionnels de l'urgence quand il ne reste plus rien que l'odeur de la mort flairée par les animaux? Oui, on aperçoit les cochons, et les cochons sont actuellement des éléments importants puisqu'ils permettent de détecter les victimes qui sont enterrées sous la boue, parce que les cochons grattent, et ensuite, une fois que les corps sont un peu en surface, les oiseaux tournent autour. Pour les corps, ils ont laissé des consignes. L'incinération est la meilleure façon d'éviter les épidémies.
À quelques pas de là, les Français s'occupent des vivants, des miraculés. Nous remontons au village, il paraît qu'il y a des enfants plus hauts. Ok, nous aussi on remonte sur les flancs de la colline. Dans ce village, ils sont les premiers secours depuis la catastrophe. Buenos días. Todos los niños a la escuela. Rassemblement de la population à l'école pour une consultation médicale. On a besoin de nourriture pour les enfants parce qu'on a beaucoup de bébés ici. Regardez celui-là, il est né hier. Incroyable symbole d'espoir dans cet océan de détresse, celui-là au moins n'aura pas vu l'indicible, l'horreur et la peur encore visibles au fond des yeux des enfants. Cette petite a été victime lors de la catastrophe donc de plusieurs plaies et qui se sont, en l'absence de soins, surinfectées. Avec un médecin par équipe, les 45 hommes de la sécurité civile arpentent ainsi les villages sur le volcan. Mais la diarrhée, c'est 2 jours. Depuis 2 jours, elle va combien de fois la selle? En tout, le médecin capitaine aura donné une 50aine de consultations ce jour-là. Des Français au fin fond du Nicaragua qui font tout simplement ce qu'ils peuvent. Les hommes de la sécurité civile resteront encore une dizaine de jours sur les pentes du mont Casita. 10 jours à vacciner, consulter et panser les plaies de ces populations qui sont probablement les plus sinistrées du Nicaragua. Coup de chapeau à ces hommes de la sécurité civile, car il est bien difficile d'organiser les secours dans un pays encore marqué par les affrontements, Hervé Brusini, entre sandinistes du général Ortega et les forces gouvernementales. Tout est apaisé politiquement, mais quand même, là, ça se révèle et il y a une polémique. Précisément, Claude. Aujourd'hui, pour beaucoup, la situation actuelle du Nicaragua peut rappeler ce que le pays a déjà vécu il y a plus de 30 ans. Le 23 décembre 1972, Managua a été secoué par un tremblement de terre. 30 000 morts, les blessures sont toujours visibles. L'aide internationale était arrivée en masse, elle fut réquisitionnée par le dictateur au pouvoir Anastasio Somoza. Colère du peuple et en 1979, un parti révolutionnaire, le Front Sandiniste, prenait le pouvoir. Aujourd'hui, les accusations fusent contre l'actuel président. C'est un libéral. Quant aux sandinistes qui sont à présent dans l'opposition, ils ont même demandé le départ du président. Alors, cette colère, Thierry Tuillier et Pascal Caron l'ont constaté, vous allez le voir, dans les zones les plus dévastées par l'ouragan. Ce dimanche, même le prêche du prêtre de Pozoltega égratigne le gouvernement. La colère gronde dans cette petite ville du nord-ouest du Nicaragua. Mais c'est après l'Alléluia, une fois sortis de l'église, que les habitants disent ce qu'ils ont sur le cœur. Vous avez reçu de l'aide du gouvernement? Très très peu. Une goutte d'huile, un peu de riz, et c'est tout. Alors chaque jour, tous se retrouvent devant la mairie. Ils savent que là au moins, ils peuvent récupérer le minimum vital. Ce minimum, c'est cette femme, le maire de la ville, qui le leur donne. Elle redistribue ce qu'elle reçoit. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais nous voulons aider. Il y a des biscuits, du riz, des haricots. Nous avons tous les jours des gens qui demandent à manger. Ils ont faim, mais ce n'est pas assez parce que nous avons à satisfaire les demandes de tous les réfugiés et ils sont nombreux. Felicita Celedón est la première à avoir alerté les autorités sur l'ampleur des dégâts, sans être entendue par le président nicaraguayen. Du coup, d'humanitaire, la querelle est devenue politique. Felicita appartient au mouvement sandiniste, la gauche d'inspiration révolutionnaire, aujourd'hui dans l'opposition. Pozoltega et son fief, il n'y a qu'à voir comment le leader sandiniste Daniel Ortega a été accueilli dans les rues de la ville. Comme un homme providentiel, défenseur des pauvres contre le gouvernement. C'est un manque de sensibilité. Le président de ce pays est attaché à un programme d'ajustement économique libéral. Il veut faire comme si tout était normal alors que nous vivons une tragédie sans précédent.
Osoltega, l'oublié, pense payer son attachement à la cause sandiniste. Comme si le fragile dialogue politique entre les ennemis d'hier avait été emporté par l'ouragan Mitch. Alors bien sûr, le gouvernement réagit avec virulence à toutes ces attaques. La transparence de sa gestion de la catastrophe est un défi crucial pour ce pouvoir politique. Regardez, Jean-François Hoffmann a croisé la route des plus hautes autorités du pays. Il n'aime pas traverser ce pont-là. D'ailleurs, tout le pays souffre d'avoir à passer par cet ouvrage de fortune. Mais voilà, l'ouragan Mitch a cisaillé la plupart des édifices, plus d'1 milliard de francs de dégâts. Cette route transaméricaine traverse toute l'Amérique centrale. L'artère économique du Nicaragua est donc pour l'heure coupée. 300 mètres plus loin, des engins s'activent. Réparation express. Bientôt, les camions pourront à nouveau enjamber le fleuve. Le ministre des Transports supervise les travaux. Une bonne occasion pour réfuter les accusations d'incompétence du gouvernement à l'arrivée de l'ouragan. L'alerte nationale a bien fonctionné. Les gens auraient voulu que l'on décrète l'état d'urgence, mais ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de décider la catastrophe nationale. D'ailleurs, maintenant, la communauté internationale nous aide énormément. À l'aéroport de Managua, l'aide de l'étranger arrive enfin. On attend encore les hélicoptères supplémentaires pour acheminer vivres et médicaments vers le nord, mais le beau temps a permis déjà de nombreuses livraisons. Cette fois, c'est le président du Nicaragua en personne qui est en visite. Affirmer que l'aide n'irait qu'aux sympathisants de son parti, accuser son gouvernement d'être incapable de gérer la situation, tout cela est faux, dit-il. Tout ce qui était humainement possible de faire a été fait. En revanche, on a été impuissant à joindre les zones sinistrées, par manque de moyens de communication. Au cœur même de la capitale, 10 000 réfugiés essaient de vivre dans ce camp improvisé. La municipalité, un bastion de l'équipe au pouvoir, a envoyé ses hommes pour distribuer des bâches en plastique. L'opération est certes spectaculaire, mais les bénéficiaires sont eux aussi fort critiques. Insuffisance en eau potable, pas d'électricité. En plein Managua, ils appellent au secours. On a besoin d'aide. Il faut nous soutenir. Il faut que quelqu'un donne quelque chose. Grâce à Dieu, nous sommes en vie et nous avons toujours nos enfants. Ce fatalisme risque de ne pas être partagé par toute la population du pays, surtout quand on a le ventre creux. Alors, puisque nous sommes dans le débat politique, avant de retourner au Nicaragua et au Honduras, voici quelques données géographiques et économiques concrètes permettant de mieux connaître ces deux pays, leur population et leurs difficultés économiques qui les placent parmi les pays les plus pauvres. Explication Anne Poncinet. Le Nicaragua compte 4,4 millions d'habitants. Son produit national brut, indicateur de la richesse nationale, est de 360 $ par personne. Par comparaison, celui de la France est de 22 360. 4 000 Nicaraguayens sont morts des suites de l'ouragan et du glissement de terrain du volcan Casitas. 7 000 autres sont portés disparus, 800 000 sont sinistrés. 70% des récoltes sont perdues, dont 10% du café, principal produit d'exportation. Le président Alemán investit en 1997, 7 ans après la fin de la guerre civile, et suit les critiques des sandinistes qui l'accusent d'avoir mal organisé l'aide aux victimes. Au Honduras vivent 5,8 millions de personnes. Le produit national brut est de 580 $ par habitant, soit à peu près 60 fois moins qu'en France. L'ouragan a tué 6 000 personnes au Honduras. 12 000 restent aujourd'hui disparus et 2 millions de personnes, soit un tiers de la population, sont sans abri. Le pays a perdu 120 000 habitations, 70% du réseau routier et la quasi-totalité de la récolte de bananes. En outre, ces pays fragilisés doivent faire face à des dettes extérieures de 23 et 33 milliards de francs. Alors l'ONU classe le Nicaragua comme le pays le plus pauvre des Amériques, après Haïti. Malgré les aides internationales, les 3/4 de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Les derniers indices économiques étaient pourtant bons puisque l'inflation était plutôt à la baisse et la croissance plutôt à la hausse. Mais Hervé Brosini, le cyclone a tout bouleversé et l'économie est très mal partie maintenant. Ben oui, vous l'avez vu Claude, le territoire est dévasté mais l'économie, elle est à genoux. Au marché ce matin, eh bien, les habitants de Managua ressentaient aussi les effets de l'ouragan. Le kilo du haricot ou celui du riz a quasiment doublé. La culture du café, elle a profondément souffert et la pêche est sinistrée. Là où l'ouragan a frappé, Thierry Tuillier et Pascal Caron ont rencontré des paysans qui ne se posent même plus de questions sur leur culture. Non,
Ce sur quoi ils s'interrogent seulement, c'est de savoir s'ils auront de quoi manger demain. C'était la fierté de toute une vie, celle de Rosa Martinez de Tenario. Une ferme prospère, la terre est, dit-on ici, la meilleure du pays. De la canne à sucre poussée ici depuis des générations. Aujourd'hui, tout est arrêté. À la ferme, nous avons 20 travailleurs au chômage. Ils nous ont aidés à retirer le sable ou des choses comme ça. Et ils travaillent pour un peu de nourriture, car il n'y a pas d'argent pour les payer. Dans la coopérative, on tente de sauver ce qui peut l'être, mais l'outil de travail est hors d'usage. C'est tout ce qui reste des machines agricoles de l'entreprise. Je pensais à émigrer, m'en aller au Honduras ou au Costa Rica pour y travailler. Car j'ai une famille à faire vivre, vous comprenez? Car ici, on ne peut plus trouver de travail. Ils sont des centaines d'ouvriers comme Ramon a pensé partir pour fuir la famine. Étranglés par les dettes, les paysans les plus pauvres ont reçu le coup de grâce avec l'ouragan. Ce soir, au Salvador, les chefs d'État des différents pays touchés par le cyclone se sont réunis. Ils font appel à l'aide internationale et demandent à différents pays, dont les États-Unis et l'Europe, de reconsidérer donc leurs dettes. La France, par la voix de M. Lionel Jospin, a fait savoir, en concertation avec la présidence de la République, qu'elle était prête à alléger la dette et à accroître son aide. Et puis M. Jacques Chirac, qui avait prévu un déplacement officiel au Mexique et dans cette région, notamment Guatemala, doit se rendre également au Honduras et au Nicaragua pour constater sur place les besoins et les demandes d'aide internationale. La mobilisation internationale s'est-elle peu à peu organisée, assez lentement au départ, mais maintenant il y a notamment une très forte mobilisation en Espagne. L'aide européenne serait de l'équivalent de 140 millions de dollars, mais celle-ci pourrait également être accrue. Explication Joël Bruyandet. Il aura fallu attendre près de 15 jours pour que cette nourriture et ces quelques médicaments parviennent aux villages les plus éloignés de Managua. L'aide humanitaire arrive par la voie des eaux, ailleurs c'est l'hélicoptère qui est le seul moyen d'accès. Aujourd'hui, les avions qui se posent au Honduras et au Nicaragua viennent du monde entier. À bord, des centaines de tonnes de matériel médical, de la nourriture et de quoi rendre l'eau potable. À ce jour, les Américains ont débloqué près de 300 millions de francs pour les pays sinistrés, imités par Cuba, la France, dont l'aide s'élève d'ores et déjà à 25 millions de francs, ainsi que l'Allemagne. Mais la mobilisation la plus impressionnante est espagnole. Le standard de la Croix-Rouge est submergé d'appels et les convois humanitaires se succèdent. Montant de l'aide déjà envoyé, 250 millions de francs. Tout cela reste malheureusement insuffisant puisque selon le programme alimentaire mondial, pour effacer les traces du cyclone, le Nicaragua et le Honduras ont besoin de 10 milliards de francs. En direct de Managua, Madame Gordana Yerger, vous êtes membre du PAM, le Programme alimentaire mondial. Alors, les stocks existent, mais le problème, si je comprends bien pour vous, principalement, c'est la façon de les distribuer. Comment bien les distribuer? Oui, vous avez raison, Claude. Ce n'est pas seulement le problème de comment distribuer, mais comment atteindre les communautés qui restent isolées. Le Programme alimentaire mondial a pu se mobiliser assez rapidement à cause des stocks que nous avons dans tout le pays, puisque nous avons une présence de plus de 30 ans dans les programmes de développement. Nous avons aussi fait des achats locaux en dehors de Managua pour les prépositionner dans des endroits qui étaient moins accessibles jusqu'à présent. Nous avons aussi fait dériver plusieurs bateaux qui allaient avec destination à d'autres pays de la région. Mais madame, vous pensez réellement que cette aide arrive maintenant à tous les sinistrés? Je pense que la plupart de l'aide arrive aux sinistrés. Je pense qu'il est très important que le public français comprenne l'envergure de cette catastrophe. Il y a à peu près 10% de la population qui se trouve sans abri. Il y a un quart de la population qui a été affectée d'une manière ou d'autre et les voies d'accès ont été coupées. Comment est-ce qu'on pourrait apprécier l'impact de cette catastrophe sur l'économie nationale? Ces derniers jours, il était très difficile à ne pas penser à Macondo de Garcia Marquez, les jours qu'on a vécu ici, et en faisant un recours en hélicoptère hier. C'était comme si la terre était gavée de l'eau et je pense que les dégâts sont grands. Il y a un retour en arrière de à peu près 20 ans, on pense. Alors si le pays est revenu 20 ans en arrière, combien faudra-t-il de temps pour qu'il relève la tête? Il y aura une première période d'urgence. On estime
que ça va durer à peu près 6 mois et ensuite on va entrer dans une phase de réhabilitation d'à peu près 2 ou 3 ans. Seulement le programme alimentaire mondial estime que pour cette première phase d'urgence de 6 mois, il faudra à peu près 50 millions de dollars pour les 4 pays de la région qui ont été le plus touchés par Mitch. Ça veut dire que vous espérez que l'aide internationale durera longtemps, au moins 6 mois, vous disiez. 6 mois, c'est pas suffisant. 6 mois, c'est vraiment pour aider à gens qui ont tout perdu. Et l'ouragan a touché surtout la partie nord du pays, la partie qui a été touchée sévèrement l'année dernière par El Niño. On avait la sécheresse, maintenant on a les inondations. 6 mois, c'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Mais vous êtes optimiste sur la prolongation de cette aide internationale? C'est pas toujours évident pour tous les pays? Je suis optimiste, oui, parce que comme vous venez de le mentionner, la transparence de gestion du gouvernement est quelque chose de très important et je pense qu'on ait une gestion transparente, la communauté internationale répondra à cet appel d'aide. Cette transparence, c'est un défi. Vous pensez que pour l'heure, cette transparence est respectée? Le gouvernement fait beaucoup pour la respecter. Par exemple, le programme alimentaire mondial a accès à des comités qui s'occupent de la programmation de l'aide alimentaire et d'autres agences internationales ont aussi cet accès. Merci beaucoup. Merci Hervé, merci à toutes les équipes de France 2 qui, aussi bien au Honduras qu'au Nicaragua, nous ont permis de composer l'essentiel de cette édition et de vous permettre d'être informés sur ce qui se passe en ce moment en Amérique centrale. Alors si vous voulez répondre aux appels à la solidarité pour l'Amérique centrale, sachez que toutes les chaînes de télévision françaises ont lancé un appel commun pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Mitch. L'aide d'urgence se fera par l'intermédiaire de la Fondation de France. Vous voyez un petit peu le libellé. Urgence Amérique centrale, Fondation de France, BP 22 75 008 Paris. Et les chèques sont à libeller donc à la Fondation de France. C'est la fin de cette édition exceptionnelle. Dans quelques instants, le film de Jacques Deray, Clarissa, d'après l'écrivain Stéphane Zweig avec Marichka Detmers, suivi d'émissions de Paul Amar, D'un monde à l'autre. Et puis maintenant, ce dernier au revoir, issu de Fantomas, le film d'André Hunebelle, un adieu à Jean Marès, celui qui prétendait s'être toute sa vie amusé. Conclusion stupéfiante, il n'y a plus de mystère Fantomas, voici le vrai visage du criminel. C'est lui. C'est bien Fantomas. Attends. Ah!